Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce forum des parlementaires. C'est un rendez-vous traditionnel pour nos universités de rentrée, cette année en virtuel. Pour cette Cité démocrate, je suis très heureux de vous accueillir. Merci à tous les participants, merci à nos parlementaires qui sont déjà arrivés, qui sont assez nombreux. Merci à toutes celles et ceux qui organisent aussi tout ça depuis maintenant pas mal d'heures. On voit se dérouler des tables rondes, des ateliers, des conversations extrêmement intéressantes avec des internautes qui sont là nombreux. Donc merci à toute l'équipe qui pilote cet événement. Donc je vais avoir le plaisir d'animer ce forum avec nos parlementaires. Donc forum des parlementaires. On a, comme vous le savez, la chance de compter des groupes à l'Assemblée nationale solides et qui s'est renforcé. On va y revenir. Des sénateurs également, dont certains qui seront en renouvellement dans une semaine. Évidemment, on n'a pas toujours connu ces périodes où les parlementaires étaient nombreux. Donc, pour ceux qui sont là depuis quelques années, c'est évidemment important pour notre famille politique. Forum également, c'est-à-dire qu'on va organiser une conversation assez libre où on va rebondir sur les sujets d'actualité. L'objectif, c'est évidemment de parler de l'actualité nationale, parler des lois passées, présentes si possible et surtout futures, avec nos parlementaires et notamment sans doute d'aborder les travaux de la fin du quinquennat, qui sont des travaux particulièrement importants et attendus, je crois, par les Françaises et les Français. Pour introduire ce débat, premier sujet, bien évidemment, on a beaucoup parlé de notre groupe, Modem et apparenté à l'Assemblée nationale ces dernières semaines, et pour cause. Le groupe Modem a accumulé des renforts à l'Assemblée nationale avec des députés venus de la majorité, mais aussi venus de l'opposition, qui ont rejoint les rangs de notre groupe. Ce fut particulièrement mis en avant lors des journées parlementaires à Biscarrosse et à Sanguinet. Alors évidemment, première question pour Patrick Mignola, président du groupe et député de Savoie. D'abord, combien de députés comptons-nous? C'est trivial, mais quelles sont les forces de notre groupe aujourd'hui? Mais ce n'est pas non plus le chiffre qui fait la force. Aussi, je voudrais, Patrick, que tu nous dises un peu comment tu vois la place du groupe dorénavant dans la majorité présidentielle et dans le paysage politique français. Merci Fabien et grand salut à tous mes collègues. Bravo pour ce petit film, bravo aux équipes qui l'ont réalisé, parce qu'il était très sympa. Comme vous le constatez, c'est parce que nous avons des parlementaires qui sont beaux. Mais je crois surtout que s'ils s'étendent, c'est parce qu'ils sont sympas. Et belle, Patrick, et belle. Non, c'est vrai, c'était un générique, le masculin l'emportant sur le féminin, ce qui est absolument déplorable. Richard a parfaitement raison. Non, je crois que c'est l'unité qui est attractive. Je crois que c'est François qui disait ça il y a une quinzaine de jours. Effectivement, le rôle de notre groupe a changé de nature puisque nos alliés de la République En Marche ayant perdu la majorité absolue, assez naturellement, nous sommes revêtus d'une responsabilité particulière, c'est de veiller à ce que ce quinquennat dure 5 ans. Parfois, on dit que l'amour dure 3 ans. Moi, je suis de ceux qui pensent que l'amour peut durer plus que 3 ans. Mais il y a une chose dont je suis sûr, c'est que si les quinquennats durent 3 ans dans notre pays, évidemment, ça ne peut pas marcher. Or, le quinquennat Sarkozy s'était mal fini dans les compétitions assez néfastes entre Copé et Fillon. Le quinquennat Hollande, on s'en rappelle, avait mal fini aussi avec les frondeurs. Nous, notre responsabilité, et c'est ça que nous avons en tête, c'est de veiller à ce que jusqu'à la dernière heure du dernier jour, la majorité parlementaire reste au service du pays, reste au service en fait du projet qui nous a conduit aux responsabilités. Alors comment on le fait? On le fait avec beaucoup de sérieux et je veux rendre hommage à chaque député du groupe qui depuis 3 ans a montré, alors que la plupart d'entre nous étaient des néo-députés, même si parfois ils avaient accumulé des expériences locales, ils ont d'abord montré beaucoup de sérieux. Pas de calcul florentin, une entrée systématique dans les textes, avec, je crois, une notion de l'intérêt général. Et puis, on le fait avec beaucoup d'unité parce que dans ce groupe, comme dans tous les autres, règne la liberté de vote. Mais chez nous, c'est probablement encore plus vrai qu'ailleurs, sauf qu'on sait conjuguer la liberté
parce que chacun doit être mu par son intime conviction, et l'unité à chaque fois que l'essentiel est en jeu, et en particulier quand il y a des engagements qui sont ceux de cette famille politique, ou quand il y a besoin de solidifier la majorité. Alors effectivement, cette unité nous a rendus attractifs, puisqu'un certain nombre de députés nous ont rejoints. Et Fabien, tu as eu raison de souligner que des députés de la majorité nous ont rejoints. Ils sont 6 qui étaient partis ou en partance de La République En Marche. Mais au fond, l'objectif n'était pas celui-là. Parce que quand nous avons décidé, peu après le remaniement ministériel, d'ouvrir le groupe, de l'élargir, l'objectif était bien sûr que ce ne soit pas seulement un élargissement du groupe MoDem, mais que ce soit un élargissement de la majorité tout entière. Et donc, nous avons déjà une députée issue de l'opposition qui nous a rejoint, qui est Sabine Tillet, et nous aurons, allez, on va dire, au moins autant la semaine prochaine qui nous rejoindront issus de l'opposition. Alors, sur des bases claires, c'est-à-dire que nous faisons partie de la majorité, nous aurons la même stratégie aux élections régionales, nous soutiendrons le même candidat à l'élection présidentielle, Emmanuel Macron, et nous vivrons dans le cadre de cette liberté de vote, mais également de cette exigence de lien entre nous pour que lorsque nous ne sommes pas d'accord, nous sachions, lorsque l'essentiel est en jeu, assurer l'unité. Parce qu'au fond, le but, c'est très bien de se dire, pour nous, quand on est au MoDem évidemment, que le groupe qui faisait 45 députés va passer 50, et puis passera peut-être 60. Le but, c'est pas de faire du nombre pour du nombre, tu l'as très bien dit, c'est surtout de se demander à quoi ça sert. Et dans les temps qui viennent, notre responsabilité, c'est d'apporter des réponses aux Français dans tous les sujets qui sont ceux de leur inquiétude. Leur inquiétude, elle est d'abord sanitaire, elle est économique et sociale, et tout ceci dans un fond sociétal qui est celui de l'urgence climatique. Et donc, on va travailler à fond sur le plan de relance pour savoir où est la boussole du juste. Qu'est-ce qu'on fait en termes de partage de la valeur? Qu'est-ce qu'on fait en matière d'urgence climatique? Qu'est-ce qu'on fait en matière de travail territorial pour réconcilier les territoires qu'on a trop opposés, les oppositions à l'Assemblée en particulier, depuis le début de ce quinquennat. Et puis, il faut qu'on puisse répondre, au-delà même du plan de relance, à 2 vastes sujets qui seront ceux des mois qui viennent et qui sont aussi des sujets d'inquiétude pour les Français. C'est la question régalienne, la question de la sécurité, la question du communautarisme, la question du séparatisme. On aura une loi sur le séparatisme, parce que vivre français, c'est vivre différent, mais c'est bien vivre dans la même République et dans la même nation. Et puis, il y aura la question de la dépendance, et on a la grande loi sur la dépendance qui arrivera d'ici la fin de l'année, parce qu'on sait qu'un des grands changements sociétaux auxquels ce quinquennat doit répondre, c'est le vieillissement de la population. C'est pas très joli, c'est considérer qu'on vit jeune un peu plus longtemps, et qu'en tout cas, dans ces derniers jours de la vie, forcément, on bouscule les familles, les budgets, et que pour une société, je crois que la valeur se mesure à la façon de traiter les plus fragiles. C'est le cas avec les tout jeunes, c'est le cas avec les personnes en situation de handicap, ça doit être le cas aussi avec les personnes les plus âgées et en situation de dépendance. Voilà, c'est ça l'objectif. Soyons plus grands pour être plus forts dans la majorité, et surtout pour que la politique que nous conduisons ait toujours cette obsession du juste. Merci beaucoup Patrick. Avant de passer au sujet de fond, tu as posé un chapeau parfait avec tous les sujets qu'on va aborder, mais on parle beaucoup du groupe, tu es président de groupe, on a aussi parlé d'intergroupe, de maison commune. L'intergroupe, c'est la maison commune. Comment les choses vont s'articuler? Est-ce qu'il y aura un intergroupe? Je pense que c'est intéressant de nous le dire à ce stade. L'intergroupe, moi, je l'avais appelé de mes voeux il y a 2 ans, quand j'avais eu l'honneur de succéder à Marc, grâce à la confiance de mes collègues, parce que je trouvais utile de montrer que la majorité n'était pas une majorité de parti unique. Parce que le parti unique, la gauche a essayé, la droite a essayé, on sait comment ça a fini. Et il faut montrer que voilà, notre majorité, elle est solide parce qu'elle s'appuie sur des tendances différentes. Il y a le mouvement qui est naturellement issu du parti du président de la République. Il y a le centre historique, cette grande famille des démocrates que nous représentons. Il y a aussi toutes celles et ceux qui nous ont accompagnés et qui sont susceptibles de nous rejoindre. Je pense à des personnes venues du centre-gauche. Vous avez vu qu'en ce moment même se réunissent les amis de Jean-Yves Le Drian et Olivier Dussopt, ceux du centre-droit. François intervenait tout à l'heure lors des universités d'été d'Agir.
Mais un intergroupe, c'est quoi? Il ne faut pas imaginer un machin, une sorte de superstructure. En fait, il s'agit avant tout du rassemblement de tous les groupes qui se sentent dans la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale. C'est-à-dire qu'on soit capable de resserrer les liens en se voyant régulièrement, c'est-à-dire qu'on formalise un peu plus ce qu'on faisait jusqu'à présent, c'est-à-dire la coordination entre nos deux groupes, que les responsabilités qui sont octroyées aux parlementaires de la majorité soient mieux réparties, en effet, entre nous, pour que chaque courant de pensée soit respecté en tant que tel. Et puis de se dire que quand on a des difficultés, parce que la semaine prochaine, par exemple, on aura la loi sur les néonicotinoïdes et la betterave, et ben on soit capable de se parler, de se dire quand on est d'accord, de se dire éventuellement quand on n'est pas d'accord, mais en tout cas qu'il n'y ait pas de surprise. Donc, ne pas faire une structure pour une structure, parce que la maison commune, c'est moins un état d'esprit, c'est moins une architecture qu'un état d'esprit. Il faut que dans l'état d'esprit, on fasse travailler tout le monde ensemble. À 18 mois de la fin de la législature, il ne serait pas forcément utile de mettre en place de la structure. Merci beaucoup, Patrick. On va rentrer dans les sujets, c'est je crois le plus intéressant avec nos parlementaires. On va commencer par l'économique et le plan de relance. Je vais interroger Jean-Noël Barrot et Philippe Bolo sur ce sujet-là. Je pense que personne ne remet en cause l'ampleur et l'ambition du plan de relance qui a été proposé par le gouvernement, 100 milliards. Ce n'est pas rien, et vous rappelez régulièrement, nos parlementaires, qu'il y a l'argent du plan de relance, mais il y a aussi l'épargne des Français, qui est un enjeu. Et je voudrais demander à Jean-Noël, au fond, comment on fait pour que ce plan de relance puisse s'appliquer dans des délais rapides, correspondant aussi aux besoins économiques, pour éviter la casse partiellement, et aussi qu'il puisse toucher tous les territoires. Je crois que les questions qu'on entend aujourd'hui sont de cet ordre-là. La question du timing, et puis la question de l'adaptation du plan à tous les territoires. Peut-être qu'ensuite, Philippe Bolo pourra l'illustrer par des exemples, peut-être dans sa circonscription. Je sais qu'il a fait un travail aussi d'enquête auprès des acteurs économiques il y a quelques mois. Donc peut-être qu'une réponse à deux voix sur ce sujet nous intéresse. Jean-Noël. Merci beaucoup, Fabien, et je rejoins tout à fait ce que disait Patrick au sujet de ce plan de relance. Il faudra trouver la juste boussole, ou la boussole du juste, à la fois dans notre capacité à défendre le principe d'un meilleur partage de valeur, mais aussi de s'intéresser à la portée de ce plan-là dans nos territoires. On va découvrir la traduction législative de ce plan de relance lundi 28. Et à ce moment-là, nous aurons la responsabilité à l'Assemblée nationale de le discuter, éventuellement de l'amender. Et cette question-là était au cœur des journées parlementaires organisées par le groupe, à l'initiative de Patrick, qui nous a demandé, notamment à Jean-Paul et à moi pour le volet un peu plus économique et financier, puis à nos collègues qui ont travaillé sur les questions de transition écologique, d'animer des séances de travail qui étaient très riches et qui vont nous permettre de faire un certain nombre de... Je crois que il y a dans la question que tu poses, Fabien, un élément qui est fondamental, qui est la rapidité et la territorialisation des choses. Moi, j'ai vu un plan, j'ai vu France Relance qui me paraît, par son ampleur, par ses priorités, je rappelle l'indépendance, la transition écologique et puis la cohésion. Donc les priorités, ce sont les bonnes. C'est un plan qui va faire l'objet d'un suivi très régulier de la part de diverses instances placées du plus haut niveau de l'État jusqu'au niveau des territoires. Mais reste à savoir comment va fonctionner la tuyauterie. Et comme député des Yvelines, par exemple, je ne suis pas encore tout à fait au clair sur la manière dont je peux accompagner les acteurs de ma circonscription, de mon territoire, dans la mobilisation de ce plan de relance. Alors évidemment, il y a des mesures qui sont, je dirais, des mesures de guichet qui sont déjà bien connues pour certaines par les entreprises. L'activité partielle de longue durée, qui est un bloc significatif
de ce plan est un dispositif que les entreprises commencent à connaître. La baisse des impôts de production, elle se fera de manière assez automatique, mais il y a énormément de choses dans le domaine de la transition écologique pour la rénovation énergétique des bâtiments publics, notamment en matière de mobilité, en matière de limitation de l'artificialisation des sols, dont je ne sais pas encore te dire la manière dont nous pouvons faire l'articulation avec le terrain. Et je dois dire que nous avons pris goût à cette articulation pendant la crise du Covid, puisque je crois qu'on était nombreux dans le groupe à jouer un rôle important de courroie de transmission entre les administrations, entre les ministères et le terrain, à la fois pour faire connaître les mesures de soutien aux acteurs de nos territoires, mais aussi pour faire remonter les dysfonctionnements éventuels. Donc je crois qu'on aura vraiment à cœur que ça puisse être le cas du plan de relance. Alors peut-être pour faire la transition avec Philippe Bollot, député du Maine-et-Loire, je crois qu'au mois de mai, tu as fait une enquête un petit peu avec près de 400 acteurs économiques dans ton territoire et je pense qu'évidemment ça nourrit aussi le travail sur l'application du plan de relance. Oui, bonsoir, merci. Et effectivement, alors ce travail il avait été effectué parce qu'il fallait à un moment donné mesurer quel était l'état des troupes, quelles étaient les conséquences de cette épidémie, de ce confinement sur les entreprises. Donc c'était ça au départ, mais si vous voulez, l'intérêt pour nous parlementaires d'aller au contact du terrain, d'avoir une organisation qui nous permet d'aller écouter ce qui se passe sur les territoires, qu'il s'agisse du plan de relance ou d'autres sujets, c'est justement après de nouer des liens de confiance avec les acteurs concernés qui aujourd'hui sont en capacité, en écho aux grandes orientations, aux grandes informations, aux grandes décisions et ce qu'ils peuvent penser et imaginer de ce que sera le plan de relance, de nous faire remonter des idées. Donc c'est en cela aussi qu'on sera en capacité d'interagir sur les textes qui nous seront présentés. Mais je crois qu'il faut aussi signaler que le plan de relance est une chose, mais qu'il y a d'autres outils qui vont être mobilisés. Et ainsi, on vient de terminer la semaine dernière l'examen en commission, en première lecture à l'Assemblée du projet de loi ASAP pour accélération et simplification de l'action publique, et dont le titre 2 concernait justement un ensemble de dispositions qui vont permettre à l'industrie française d'accélérer, d'avoir des procédures simplifiées, ce qui nous permettra de remettre en place et de pouvoir faciliter le développement d'une industrie qui nous rendra plus souveraines dans différents secteurs tels qu'on a pu voir les difficultés rencontrées pendant la crise, donc le secteur du médicament, le secteur de l'industrie. Donc, pour vous dire que, vous voyez, il y a le plan de relance, mais on a aussi d'autres textes, et ASAP, on est vraiment un exemple concret. Cette semaine, donc, nous avons mardi toute la journée examiné un certain nombre d'orientations gouvernementales avec des amendements des députés pour faciliter l'installation de nouvelles industries. Alors évidemment, certains y voyaient une atteinte au droit de l'environnement, etc. Si jamais vous avez lu des informations de cette nature-là, non, c'est faux. Il n'y a à aucun moment le code de l'environnement a été défait ou altéré par ASAP. Simplement, il était question d'accélérer et de permettre une simplification des procédures, voilà, avec toujours un certain nombre de garanties. Donc on est bien dans cette logique d'avoir le plan de relance et à côté de mettre en place toutes les possibilités pour aller très vite. Et peut-être aurons-nous l'occasion de reparler d'ASAP, auquel cas je pourrais vous dire quelles sont les autres grandes orientations qui ont été prises pour faciliter le quotidien de la vie des Français. Merci beaucoup. On s'est lancé sur les sujets de l'Assemblée nationale. Je vois Jean-Marie Van Eurenberg. On va évidemment parler du Sénat dans quelques instants. Mais je voudrais rester sur le plan de relance. Il y a quand même une question qu'on entend beaucoup, qui remonte, c'est la question du financement. Comment on finance ce plan de relance? Et j'ai parlé de la mobilisation de l'épargne des Français également, qui est un sujet. Est-ce que Patrick, tu veux nous dire un mot? Comment on finance aujourd'hui ce plan de relance durablement? Patrick, sinon, lequel souhaite répondre? Peut-être Jean-Noël, tu peux poursuivre? Patrick, on ne t'entend pas si tu tentes de parler. Alors. Ah, c'est bon. Voilà, c'est bon. Donc tu as soulevé la question du financement parce que la grande inquiétude, c'est de se dire 100 milliards, comment on le finance? Alors bon, Jean-Noël, il est bien plus intelligent que moi pour expliquer comment on emprunte aujourd'hui à la direction du Trésor à des taux négatifs. Donc c'est ce qui doit quand même nous rassurer. Mais ce qu'il faut savoir surtout, c'est qu'on a à peu près 40%, presque 40% du plan de relance qui est financé par l'Union européenne.
Donc, on pourrait se dire quelque part, d'abord, il faut quand même observer que c'est la première fois qu'il va y avoir une initiative budgétaire de cette ampleur au niveau de l'Union européenne. Et ça, c'est une grande victoire d'Emmanuel Macron et d'Angela Merkel. Et on pourrait se dire quelque part, on est en train de diffuser ou de transférer à l'Europe la charge fiscale qui sera celle du plan de relance. Et tel n'est pas le cas. Parce que l'objectif est que l'Europe trouve évidemment des ressources propres pour financer sa partie du plan de relance. Ces ressources propres, c'est la taxe carbone aux frontières et c'est la taxe sur les géants du numérique. Vous savez à quel point nous, on s'est battu à l'Assemblée nationale pour qu'il y ait une fiscalité qui soit beaucoup plus juste pour les activités nouvelles et qui, la plupart du temps, échappent à l'impôt, même quand elles fabriquent de l'argent, que ce soit dans notre pays ou à l'intérieur des frontières de l'Union européenne. Ensuite, il y a une deuxième partie qui est de l'emprunt français à partir de à peu près une trentaine de milliards. Et ça, ce sont effectivement, c'est de la dette supplémentaire. Mais comme on l'a dit très régulièrement dans toutes les campagnes qu'on a faites avec François Bayrou, notre préoccupation pour la dette, c'était précisément de se mettre en condition que le pays puisse, lorsque il était touché par une crise grave et profonde, il soit capable de lever cette dette. Et compte tenu de la notation financière, compte tenu de la qualité du pays, de la qualité de notre signature, et puis je crois de la qualité des efforts de réforme qu'on a fait depuis 3 ans, on est capable de financer cette dette sans que ça pèse sur les impôts des Français. Et enfin, les derniers 30 milliards, en fait, ce sont 30 milliards qu'on aurait pu tout simplement perdre si nous ne relancions pas. Parce qu'il est bien évident que si demain, l'économie française restait durablement avec des reculs autour de moins 8, moins 9% de croissance, la perte en termes de ressources fiscales, de TVA ou de rentrée d'URSSAF, assez naturellement, serait très largement supérieure. Je me permets d'insister là-dessus parce que, en fait, il faut qu'on ait en tête que il y a une grande inquiétude des Français qui se disent « mais il faudra bien que quelqu'un paye un jour, ça viendra et forcément ce sera nos impôts ». Ça ne sera pas le cas. Nous avons pris l'engagement solennel qu'il n'y ait pas d'augmentation d'impôts. Et c'est très important parce que, comme tu l'as bien souligné tout à l'heure, il y a 2 plans de relance. Il y a le plan de relance de 100 milliards que nous allons voter à partir de la semaine prochaine. Et il y a un deuxième plan de relance qui peut exister, c'est 100 milliards d'épargne accumulée par les Français de plus pendant le Covid. Et donc, si demain ils reprennent confiance, ils sont capables de faire en sorte que, en réalité, ce soit 2 fois 100 milliards qui reviennent dans l'économie française pour sauver les emplois, en particulier de nos plus jeunes. Alors, j'ai une question qui vient des internautes à laquelle j'imagine il est très difficile de répondre. En combien de temps la crise économique doit-elle se résorber et comment allons-nous rembourser l'emprunt? Tu as en partie répondu, mais la question du temps, combien de temps va durer la crise économique? J'imagine qu'il est bien difficile d'y répondre. Peut-être qu'il y a des pistes, des modèles, Patrick. Alors, l'objectif est que nous puissions retrouver au premier trimestre 2022 la situation dans laquelle nous étions avant la crise. C'est l'objectif qu'on a donné d'ailleurs en transparence, parce que il faut dire les choses aux Français si on veut qu'ils reprennent confiance. Ça permet de souligner qu'avant la crise, nous étions dans une situation que le pays n'avait pas connue depuis 17 ou 18 ans, avec une baisse de chômage, un niveau de chômage qui n'avait jamais atteint un niveau aussi bas, et avec un niveau de croissance qui était supérieur à la plupart des pays comparables et supérieur à celui de l'Allemagne, ce qui permet d'être souligné. Donc, c'est un objectif très ambitieux, évidemment, d'arriver à cette situation début 2022. Je crois qu'il ne s'agit pas que du gouvernement ou des parlementaires. Si nous sommes bons dans ce plan de relance, nous pouvons y arriver. C'est-à-dire que dès l'an prochain, il faut que sur les 100 milliards de plan de relance, on était en capacité de décaisser au moins 30 milliards. Et ça va être tout le boulot des parlementaires et des élus locaux, en particulier de notre famille politique, d'aller chercher tous les projets d'investissement qu'on peut faire dans l'industrie française, dans la relocalisation industrielle, dans les investissements publics. Vous voyez, chez moi, cet après-midi, je discutais sur l'implantation d'une boucle d'eau de création d'énergie, d'énergie totalement décarbonée, une boucle d'eau sur le lac du Bourget, comme les Suisses le font d'ailleurs sur le lac Léman depuis 10 ans. Ça coûte 25 millions d'euros. Je vais proposer ce projet-là au plan de relance. Donc, c'est 30 milliards l'année prochaine. C'est lors de l'année 2022, l'engagement des 70 milliards restants. Au fond, les mesures que nous avons prises jusqu'à présent
ont déjà commencé à porter leurs fruits. Et c'est ce qui nous donne un peu d'optimisme, parce que les projections de la Banque de France nous disaient qu'on serait à -11 à la fin de cette année. Ils sont en train de revoir leurs prévisions de déficit de croissance, de baisse de la croissance. Là, ils étaient à -8,7. Alors, on ne va pas se bagarrer sur les chiffres, mais si à la fin de l'année, au lieu d'être à -11, on est plutôt à -8, et que l'année prochaine, on est capable, c'est la prévision et c'est l'ambition que nous portons, de faire un +11, plus 11%. On se dit ça, plus 11% pour la France. Alors, à ce moment-là, on sera au rendez-vous du premier trimestre 2022. Et puis, de toute façon, on a intérêt à être au rendez-vous, parce que là, pour le coup, en toute transparence, les Français iront ensuite aux urnes et ils diront stop ou encore. Alors, sur cette question du plan de relance toujours, qui est un sujet majeur, on entend souvent la question de l'emploi, et je voudrais interroger Michel de Vaucouleurs et sans doute Sylvain Waserman sur la question de quel emploi. Parce qu'évidemment, rebâtir, reconstruire, mais pas comme avant, tout le monde le dit. Comment on choisit quel type de filière on va aller privilégier, chercher, reconstruire? En creux, quel type de filières seront sans doute moins soutenues si elles ne se transforment pas? Ces questions sont, j'imagine, très difficiles. Est-ce que Michel de Vaucouleurs, député des Yvelines, peut réagir sur ce sujet de l'emploi, avec Sylvain peut-être ensuite? Il faut allumer votre… Oui, ça y est, c'est bon. Ok. Oui, question qui est pas simple, à laquelle il n'est pas simple d'apporter une réponse très simple. Quel métier pour demain? On a évoqué la transition écologique. C'est vraiment un des vecteurs effectivement sur lesquels on devra se retrouver et former. On a notamment aussi les métiers d'art. On le voit sur la reconstruction de Notre-Dame. On développe de l'apprentissage spécialisé sur les métiers d'art. C'est une opportunité à la faveur d'un drame. Et notamment sur le département des Yvelines en Île-de-France, on aura un CFA dédié aux métiers d'art à Versailles, ce qui est vraiment chouette. Et puis, bien sûr, il y a tous les métiers du service à la personne, du service de proximité, métiers mal rémunérés, mal considérés, sur lesquels on a des difficultés aussi de formation. Donc, il faut mieux former les gens pour mieux les payer et leur faire des conditions de travail plus satisfaisantes aussi. On a bien sûr toutes les conséquences qu'on doit tirer du Ségur de la santé, où là encore, il s'agit de former encore davantage de personnel. J'étais hier à Versailles, on rencontrait les sages-femmes, et donc les sages-femmes nous disaient par exemple qu'on a voulu regrouper les maternités, éviter qu'on ait des petites structures, ce qui est une bonne chose en matière de sécurité. Par contre, il y avait des règles en termes de personnel qui étaient valables jusqu'à 2000 accouchements par an, avec des quotas de personnel jusqu'à 2000 accouchements par an. Et il n'y a pas eu, aujourd'hui, il y a des unités qui font presque le double, et il n'y a pas eu de revalorisation de ces quotas. Ce qui fait qu'on peut, selon le directeur de l'établissement, on peut fonctionner aujourd'hui sur des établissements de 4000 naissances avec des contingents qui n'ont pas évolué. Donc, moi, j'attire vraiment l'attention en termes de métiers, effectivement, sur tous ces métiers du sanitaire et du social sur lesquels on doit vraiment investir puissamment, et les métiers de la transition aussi écologique, bien sûr, sur lesquels il ne faut pas qu'on rate le coche. Voilà pour ce que je vois de mon côté, mais je passe volontiers la parole à Sylvain, qui lui a peut-être un autre regard sur la question. Sylvain Waserman, qui est donc député du Haut-Rhin, Bas-Rhin. Strasbourg, merci. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Moi, le message que j'aimerais apporter, c'est deux choses. D'abord, c'est qu'avec les enjeux qu'on a sur l'emploi aujourd'hui, c'est le moment d'être audacieux.
Et tu faisais référence probablement à un ouvrage que j'ai que j'ai publié il y a 15 jours, qui s'appelle « Le monde d'après commence demain matin ». Et en matière d'emploi, il y a des propositions assez claires et de développement économique. J'en donne 2 exemples pour pas être trop long. Le premier, c'est que je pense qu'il faut expérimenter la décentralisation de Pôle emploi, de la fonction opérationnelle de Pôle emploi qui met l'offre en face de la demande. Et je pense que les régions, qui sont au plus près des territoires, en dialogue quotidien avec les entreprises, sont plus à même que Pôle emploi aujourd'hui de gérer l'adéquation de l'offre et de la demande dans une situation qui est tendue et qui nécessite d'être audacieux et de prendre des initiatives. Le deuxième exemple, c'est un exemple que j'ai porté dans un groupe de travail avec Bruno Le Maire, qui est la création de fonds souverains régionaux pour que la collectivité régionale puisse investir en fonds propres ou quasi-fonds propres aux côtés des entreprises sur des projets de développement, des projets comme qui permet notamment d'avoir une action volontariste dans les domaines du développement durable. Donc des exemples, il y en a beaucoup, il y a beaucoup d'idées. Moi, je crois qu'il faut se laisser la chance d'expérimenter, d'avoir un peu d'audace. Et puis le deuxième point que j'aimerais faire, c'est que chacun peut agir. C'est dans ma circonscription et on est plusieurs à lancer cette initiative au sein du MODEM. On va en faire une petite signature politique. Lancer une initiative qui s'appelle Les Jeunes vers l'emploi. Je l'ai testée pendant un an, il y a un an, avec un coaching de personnes qui travaillent en entreprise et qui accompagnent des jeunes des quartiers vers l'emploi. Ça marche très bien. Donc on a décidé de faire x10 avec la Maison de l'Emploi de Strasbourg et on lance des grands programmes de coaching et c'est très bien parce que les gens qui travaillent en entreprise, qui ont de la chance d'avoir un emploi, c'est les premiers à se relever les manches pour accompagner des jeunes vers l'emploi. Donc, le message, c'est tout le monde peut agir concrètement. Et moi, mon rêve, c'est que d'ici 2022, en tout cas, c'est que les 300 jeunes qu'on accompagne là et qu'on va accompagner dans les 2 ans à venir, on puisse avoir leur témoignage et couvrir ma permanence de tous leurs témoignages pour montrer que concrètement, on peut aussi agir. Voilà, je le fais court, mais c'est des sujets évidemment clés parce que le rendez-vous, c'est d'abord l'emploi pour nous tous. Merci Sylvain. Peut-être Erwan qui voulait prendre la parole sur l'emprunt et sur la question du rôle de l'Europe. Et puis après, on va basculer sur un deuxième sujet plutôt écologique. Nos sénateurs peuvent également s'exprimer sur tous ces sujets-là, bien évidemment, même si on dira un mot ensuite plus particulièrement du renouvellement au Sénat. Erwan. Oui. Pardon. Oui, vas-y. Oui, bonjour à tous. C'était plutôt une réaction tout à l'heure sur le vif. C'était par rapport à ce que disait très justement Patrick. Moi, je vois aussi quelque chose déjà, c'est une victoire du président Macron qui a été arraché ce morceau de cet emprunt et de cet engagement de toute l'Europe. Et moi, j'y vois quand même aussi un symbole, quelque chose qui est extrêmement important pour notre famille politique. C'est un moment où on est en train de construire un commun européen. Parce qu'à partir du moment où on emprunte, de façon commune, il va falloir d'une façon ou d'une autre rembourser de façon commune. Et je trouve que c'est un beau signe pour notre famille politique. On est en train de s'engager, on est en train de conforter l'Europe qui, juste avant cette période-là, était en pleine hésitation dans un certain nombre de pays. Et là, je crois qu'on a vu quand même que ensemble, on est plus fort. Tout à l'heure, ensemble et unis, on est plus fort. Et c'était juste cette petite remarque que je voulais faire qui me semble importante. Oui. Et se dire qu'on a été capable d'emprunter ensemble, ça veut dire qu'on va être capable de mener des politiques ensemble. Et justement, pour faire la transition sur la question de l'écologie, il va falloir qu'on travaille avec les Européens parce que seul, on n'y arrivera pas. Avant de parler d'écologie, je vais donner la parole à Maude Petit qui souhaitait revenir sur la question de l'emploi. Merci beaucoup, Fabien. Bonjour à toutes et à tous. Oui, je voulais juste rajouter 2 mots par rapport à l'emploi pour faire un petit peu suite à ce que disait mon collègue Sylvain, que je salue aussi en particulier. Tu parlais tout à l'heure, Sylvain, du Pôle emploi. Moi, je voudrais dire que sur le Val-de-Marne, en fait, le Pôle emploi a su, et je pense que c'est un petit peu le cas ailleurs aussi, énormément se renouveler. Depuis une dizaine d'années, ils font un travail exceptionnel de terrain avec les entreprises, avec les chercheurs d'emploi. Et donc, ils ont su apporter beaucoup de nouvelles offres, beaucoup de nouvelles méthodes de travail avec des mises en situation, par exemple. Et je pense que c'est un acteur sur lequel on peut quand même compter aujourd'hui, à condition qu'ils veulent véritablement s'investir et travailler la main dans la main avec tous les acteurs, ce que je crois est déjà un peu le cas. En tout cas, c'est comme ça dans le Val-de-Marne. Et puis, tout à l'heure aussi, Michel parlait plus particulièrement des emplois d'avenir. Il faut absolument pas non plus oublier les métiers qui existent
depuis fort longtemps et qui sont en difficulté aujourd'hui. Et je pense en particulier à tous ces métiers qui sont rattachés à la culture, les intermittents du spectacle avec qui j'ai discuté un petit peu cet après-midi en circonscription, les gens, les acteurs du monde de la nuit, tous ceux qui ont l'impression aujourd'hui d'être oubliés et qui pourtant contribuent énormément à ce que notre pays, à ce que les Français et les Françaises se sentent bien au quotidien. Quand on a une longue journée de travail, eh bien c'est agréable d'aller prendre un verre dans un bar avec des amis jusqu'à tard, peut-être le week-end d'aller pouvoir danser un petit peu pour évacuer les mauvaises idées ou les périodes difficiles de la journée. Donc il ne faut absolument pas non plus que nous oublions dans le plan de relance toutes ces personnes qui font un travail formidable à l'année pour nous divertir et qui peut-être aujourd'hui se sentent encore oubliées. Donc sur le plan culture, il va falloir vraiment que notre ministre Roselyne Bachelot envoie des signaux très très importants. Voilà ma petite intervention. Je te remercie, Fabien. Merci, Maud. Je partage évidemment 1000 fois ton avis sur les souffrances du monde culturel actuellement. Avant de passer la parole à Jean-Marie, pour peut-être un point de vue du Sénat sur l'emploi qui connaît ces questions par cœur, sur l'emploi de demain et pour compléter ce qui a été dit, je voudrais saluer Blandine Brocard, députée du Rhône, et Michel Crouzet, député de Lyon, qui nous ont rejoints récemment. Donc, je leur fais un amical salut. Elles prennent la parole naturellement dès qu'elles le souhaitent, comme vous toutes et tous. Jean-Marie, est-ce que tu veux compléter ce qui a été dit sur cette question des emplois et de la transformation de l'emploi, notamment grâce au plan de relance? Je pense que ce qui a été dit est fort juste, et je pense que Pôle emploi a bien évolué, qu'elle est aujourd'hui c'est une agence qui est en capacité de répondre aux enjeux nouveaux, mais je crois qu'elle a une faiblesse qui est bien connue de la part de toutes les collectivités locales, c'est sur l'insertion, et aussi bien l'insertion des jeunes que l'insertion des seniors ou des personnes effectivement en chômage de longue durée. Donc il y a nécessité de la part des collectivités, à travers la mission locale, à travers les plis, d'intervenir pour agir efficacement avec les élus locaux, avec les entreprises locales, pour favoriser cette insertion. J'entendais tout à l'heure ce que disait Sylvain Waserman sur le coaching. On appelait ça avant le parrainage, c'est un mot plus français, mais c'est la même idée. Je pense qu'il est indispensable d'accompagner les jeunes et les seniors, on les oublie souvent, vers l'emploi. Les accompagner, ça veut dire effectivement leur donner la possibilité de s'essayer dans l'emploi. Pas seulement de faire, je dirais, un accompagnement à travers effectivement quelques jeux et quelques séances autour d'une table. Non, mais c'est de les mettre directement en situation en entreprise. Chez moi, on a réussi comme ça à mobiliser 250, 300 entreprises qui sont prêtes à favoriser l'immersion de ces jeunes. Et je crois que c'est une démarche qui est essentielle, qui est complémentaire de ce que nous faisons avec la garantie jeune. La garantie jeune qui va se développer, complémentaire aussi de l'action que le gouvernement a favorisée pour l'alternance, pour évidemment sauver, je dirais même, durant cette période un peu difficile, la formation par l'alternance. Donc, pour moi, voilà ce que j'ajouterais à tout ce qui est dit, évidemment, et qui est fort juste sur l'évolution des métiers. Et je pense qu'il n'y a rien à ajouter, si ce n'est à dire qu'il y a des métiers, et notamment des métiers de l'artisanat, des métiers manuels, qui aujourd'hui commencent à redevenir effectivement attractifs pour les jeunes. Encore faut-il effectivement que nous puissions les présenter et que les parents comprennent que c'est pas une déchéance que de ne pas avoir un col blanc, encore que d'ailleurs on peut travailler en métier manuel avec un col blanc aujourd'hui. Merci beaucoup Jean-Marie, surtout tu restes avec nous, on aura des élections sénatoriales dans une semaine et je voudrais que tu puisses nous faire un petit panorama de cette élection un petit peu plus tard dans la conversation. On va passer maintenant au chapitre de l'écologie où sur ce sujet majeur,
un sentiment domine, ou en tout cas beaucoup de nos concitoyens se posent des questions sur le sujet précisément de comment prioriser les principes écologiques, comment prioriser les mesures écologiques, comment résoudre un certain nombre de contradictions, car on voit bien qu'un certain nombre d'actions rendues nécessaires ont des impacts écologiques et qu'elles créent des débats. Je pense bien évidemment au sujet des néonicotinoïdes qui sont peut-être assez emblématiques de nos contradictions, de nos difficultés, de cette transformation qu'il nous faut opérer. Il serait intéressant que vous nous disiez comment, au fond, notre groupe, nos parlementaires, portent une parole un peu singulière sur cette question. L'objectif est partagé, le chemin pour y parvenir, évidemment, aucun parti politique n'en a le monopole et certainement pas le parti Europe Écologie Les Verts. Donc, comment est-ce qu'on contribue à ce débat? Comment est-ce qu'on résout, ou en tout cas, on contribue à la résolution de ces contradictions aujourd'hui que les Français perçoivent bien? On veut changer de comportement, on veut transformer la société et le modèle. Néanmoins, ça coince à de nombreuses reprises. Sur ce sujet, plus généralement de l'écologie, je vais passer la parole à Florence. Florence Lasserre, députée des Pyrénées-Atlantiques. Je ne vois pas Bruno Millienne qui devait être avec nous peut-être sur le sujet des néonicotinoïdes, mais si l'un d'entre vous veut réagir après… Ah, il est malade, alors on l'excuse. Si l'un d'entre vous veut réagir précisément sur ce sujet, je crois qui intéresse beaucoup l'opinion publique, mais Florence, de manière plus générale sur cette question. Merci, bonjour tout le monde. Vous m'entendez? Oui, très bien. C'est bon. Bon, pour faire un très rapide retour sur ce plan de relance et la part de la transition écologique là-dedans, sur ces 100 milliards dont on parle depuis tout à l'heure, et depuis plusieurs jours, il y en a 30 qui seront consacrés à la transition écologique. Donc c'est quand même, c'est un chapitre énorme de ce plan de relance et il faut vraiment le rappeler. Avec en plus de ce budget et de ce montant qui sera alloué, la volonté de tous de faire passer ce plan de relance par la transition écologique et par un bond écologique. Sur ces 30 milliards, il y en a 11 qui seront consacrés au transport. Il y en a 9 qui seront pour l'industrie et l'énergie, 7,5 pour les bâtiments et les logements, les rénovations des logements, et 1,2 pour l'agriculture. Dans les transports, il y en a 4,5 qui seront affectés au désenclavement des territoires, 700 millions d'euros pour Île-de-France, pour les transports en Île-de-France, 200 pour les transports en commun régionaux et 175 pour le fluvial. Quand on veut que les 7 milliards d'euros qui sont destinés aux bâtiments, à la rénovation des bâtiments et des logements, aient pour objectif l'économie d'énergie et la réduction des gaz à effet de serre. Donc on cherche depuis des années comment être efficace là-dessus. On sait que en matière de transition énergétique, il y a deux choses. Il faut sortir du tout nucléaire, mais pas pour repasser vers du tout hydrogène ou autre chose, et que il faut, d'un autre côté, considérablement baisser nos consommations. Donc, c'est un des objectifs de ce plan de relance. Il y a une autre enveloppe qui est extrêmement importante et qui est très chère à Jimmy, je pense, et à d'autres, bien sûr, et je pense qu'il pourrait en parler, c'est les 300 millions qui sont alloués, qui sont dédiés à la lutte contre l'artificialisation des sols. Donc, c'est quelque chose qui est important pour le modèle et qui nous tient à cœur. 9 milliards dans la transition énergétique qui vont faire la part belle à l'hydrogène, qui est quelque chose qu'on veut mettre en avant dans le pays. Et enfin, sur l'agriculture, il y a 400 millions pour la transition agroécologique, 250 pour la modernisation de la filière animale, la sécurité sanitaire et un sujet comme les néonicotinoïdes qui revient beaucoup en ce moment, qui est le bien-être animal. Et on peut citer aussi 250 millions qui seront alloués à la biodiversité dans les territoires. Donc cette enveloppe, je vous ai dit rapidement pour que vous ayez une idée en tête de tout ce qui est préparé actuellement. Cette enveloppe des 30 milliards, comme ces 100 milliards, le plus gros danger, effectivement, il va falloir les rembourser, mais le plus gros danger, ce serait qu'on les consomme pas. Tout à l'heure, Jean-Noël parlait de la territorialisation de ce plan de relance. On va rentrer dans l'étude du texte aussi. Donc, c'est un exercice qui va être difficile, mais il faut absolument qu'on le réussisse. Et puis, de toute façon, on est habitué parce que ça fait 3 ans qu'on a des équations assez difficiles à résoudre. Donc allons-y. Voilà.
Merci beaucoup Florence. C'est important de rappeler ces chiffres. Ils paraissent parfois un petit peu loin et hors sol et trop grands, mais c'est extrêmement concret in fine en action. Je voudrais passer la parole à Jimmy Paun, député du Morbihan, qui s'est beaucoup impliqué notamment sur la question de la lutte contre les plastiques. Et puis peut-être Erwan aussi après, qui s'implique sur ces sujets. Tout le monde le sait, notamment avec le groupe Accélérons à l'Assemblée nationale, transpartisan. Donc, sur cette question précisément, Jimmy, et puis sur la question des néonicotinoïdes, peut-être que c'est important que tout le monde comprenne bien ce qu'il y a derrière cette histoire, parce que je crois qu'elle est assez révélatrice d'une série de contradictions. Ouais. Bonsoir à tous, bonsoir Fabien. Et puis, en préambule, je voulais encore féliciter notre président Mignola quand même d'avoir ouvert le groupe à des nouvelles intelligences et des nouveaux esprits qui nous rejoignent chez les Modem et apparentés, et rappeler quand même que c'est vrai que c'est quand même assez fantastique que 3 ans après une élection, la majorité s'agrandisse. Et ça, c'est quand même une bonne nouvelle, et remettons toujours les bonnes nouvelles au-dessus de la pile. Alors, sur cette transition écologique, on a eu de très bons échanges avec Pascal Canfin, député européen, Marie-Pierre Védrenne, Catherine Chabot qui était Laurence qui était également avec nous à Biscarrosse il y a quelques jours, et qu'enfin nous a rappelé quand même quelques chiffres, hein. C'est que la fantastique bagarre du président de la République pour que l'Europe soit le premier continent qui arrive à réduire ses gaz à effet de serre. Je pense que tous nos projets de territoire doivent être pensés un petit peu tous nos projets industriels de territoire ne doivent être pensés que dans ce seul but, qui est finalement d'arriver à baisser nos gaz à effet de serre. Alors moi, sur la circonscription, et puis j'ai le bonheur d'avoir une LCP qui va me suivre 2 jours, jeudi et vendredi, j'ai tout de suite présenté 3 projets, 2 que j'avais déjà proposés aux préfets, aux élus depuis longtemps, qui sont une laiterie à Belle-Île, et puis un cheminement de train qui amène les gens de la gare d'Auray à Belle-Île, parce que finalement Quiberon-Belle-Île amène presque autant de monde que le Mont-Saint-Michel, donc mériterait un transport propre pour aller sur les îles. Et puis un 3e qui est un transport de passagers entre la rive gauche et la rive droite de l'Orient, pour ceux qui la connaissent, et qui, elle, transporte près d'1 million de passagers. Alors là, il faut que j'arrive à amener tout le monde, et je suis content de porter un peu cette idée-là, parce que j'ai le sentiment que déjà le préfet du Morbihan, qui a été quand même en avant-garde un petit peu sur toute cette crise du Covid, parce que nous avons eu des clusters un peu plus tôt que tout le monde, lui, pour l'instant, son intention, et il me l'a dit, c'est de refaire les réseaux d'eau qui sont partout en France assez défaillants, et puis de porter aussi beaucoup de mobilité, de pistes cyclables. Je vais essayer de le convaincre à nous suivre sur ces projets-là. Moi, sur les néonicotinoïdes, on va avoir un débat important. Je crois que il fallait faire quelque chose pour cette filière betterave. Je crois, c'est 46 000 emplois. Hein. Je pense que Bruno Duverger ou Marguerite Audebert sont vraiment dans le pays de la betterave, et nous le diront. 46 000 emplois, moi je regrette un petit peu, et ça va être touchy, hein, les dialogues de la semaine prochaine, parce que nous on va passer pour des gens qui n'ont pas réussi à mettre en avant un petit peu un projet de loi qui était porté il y a 5 ans déjà, et sur cette transition en fait. Alors il y a le problème des betteraves, mais vous savez que le maïs, la noisette, le colza, tous souffrent aussi un petit peu de la fin de ces néonicotinoïdes. Moi, j'ai essayé de porter, je voudrais qu'on porte tous un amendement qui, s'il faut encore, avec des hivers doux, une fois peut-être, accompagner encore les agriculteurs dans la douceur et dans la transition, mais il faudra que à la prochaine demande de néonicotinoïdes qu'ils nous feront, il faudra déjà qu'ils aient fait un petit peu des preuves et qu'ils aient déjà commencé à remettre des haies, à remettre des lieux où les abeilles viennent butiner plus facilement que sur les betteraves. Enfin, je voudrais vraiment que les choses soient faites un petit peu en échange
d'avancées que nous aurons prouvé un petit peu nos agriculteurs. Hier soir, j'étais à une réunion assez intéressante et assez volontaire. Vous savez qu'on a un vrai problème d'algues vertes en Bretagne. Et c'est un fléau, hein, ces algues vertes. On avait réussi, la région Bretagne avait réussi à baisser de 30% la production de ces nitrates en organisant mieux un petit peu nos porcheries, nos poulaillers. Et puis à côté de ça, parfois et assez souvent, on organise aussi, on permet aussi des agrandissements de porcheries et de poulaillers. Je pense qu'il faudrait qu'on puisse... Je pense qu'on a un mandat, peut-être 2 mandats, de déjà récupérer un petit peu toutes nos friches, qu'il y ait des poulaillers qui s'agrandissent, pourquoi pas, mais qu'on les agrandisse sur des poulaillers et sur du terrain déjà existant. Voilà, c'est un petit peu ces choses-là que je veux porter, parce que, sincèrement, et pour terminer, nous sommes une majorité qui a fait beaucoup de choses pour la transition écologique. Rappelez-vous Notre-Dame-des-Landes, rappelez-vous Europa City, rappelez-vous, en 2040, on n'aura plus de voitures à essence, hein, enfin de voitures, oui, on n'aura plus de voitures à essence. En 2040, on ne pourra plus forer en mer et à terre. Et puis, cette grande loi qu'on a montée sur l'économie circulaire, il faut vraiment qu'on soit capable de la vendre. Et déjà ça, vous savez, ce sont des grandes avancées sur le plan environnemental. Merci beaucoup. Avant de passer la parole à Erwan, j'en profite pour saluer Luc Gesmar, député de Loire-Atlantique, qui a pris la suite de Sarah, devenue secrétaire d'État. Donc, je lui fais également un amical coucou et je salue sa présence. Erwan, et puis ensuite, Sophie Mette nous dira un petit mot également sur la question de la forêt. Erwan Balanant, député du Finistère. Oui, Jimmy est formidable quand il parle d'écologie parce que c'est quelqu'un d'extrêmement engagé. D'ailleurs, comme à peu près tous les députés de ce groupe, c'est une de nos particularités, c'est qu'on pense vraiment que c'est un sujet. Alors, moi tu l'as rappelé, j'ai la chance d'animer, hein, c'est pas du tout la présidence ni quoi que ce soit, c'est juste l'animation. En 2 mots, c'est juste un peu les emmerdes, entre guillemets, d'un groupe de 178 députés transpartisans où on travaille autour de l'écologie. Et sur la question des c'est très dur à dire, j'y arrive jamais. Donc sur la question des pesticides et sur ces pesticides en particulier, c'est extrêmement révélateur des enjeux que nous avons sur la question de la transition. C'est que on a la conviction, on le sait, que c'est des mauvaises solutions et c'est des solutions dont il faut sortir. Ces pesticides ont un impact extrêmement néfaste sur l'environnement. Je crois qu'aujourd'hui, personne ne dira le contraire. Sauf qu'à côté de ça, on a une filière et on a une filière qui doit s'organiser pour cette transition. Et moi, ce que je regrette, et c'est un petit peu la même chose que Jimmy, c'est que ça fait presque 10 ans maintenant, plus de 10 ans, hein, c'est 2009 l'interdiction de ces pesticides au niveau de l'européen. Il y a eu des dérogations. Les dérogations, elles existent parce qu'il n'y a pas de solution pour l'instant. Enfin, il n'y a pas de solution qui à grande échelle et qui fonctionne. Mais on sait qu'il y a des solutions. On sait qu'il faut travailler différemment. On sait qu'il faut faire de la rotation sur les champs de betteraves. On sait qu'il faut planter des haies. Aujourd'hui, nous avons une région betteravière où il n'y a plus du tout de haies. Et c'est ce qui permet pas à la biodiversité d'attaquer les pucerons qui sont responsables de cette fameuse jaunisse. Il y a un très bon article dans Science et Avenir qui explique très bien le processus. Et donc, l'enjeu, c'est de la transition. Et l'enjeu, c'est le groupe, on dit souvent, et c'est souvent ce que dit Bruno Millienne, qui est visiblement malade, j'espère que c'est pas trop grave, il dit il n'y a pas de transition sans solution. Et les néonicotinoïdes, c'est notre problématique, c'est que on n'a pas de solution sur le très court terme. Et donc, c'est pour ça qu'on va réaccompagner les cultivateurs et les agriculteurs. Et moi, ça me fend le cœur de devoir les accompagner, de devoir faire cette dérogation, mais on n'a pas d'autre solution pour au moins cette période. Mais l'enjeu, c'est que dès maintenant, et qu'il faut qu'ils s'engagent, et c'est peut-être que dans le texte, et c'est peut-être ce qu'on aura, nous, comme particularité sur ce texte, avec des amendements de Jimmy, on verra s'il y a des amendements du groupe plus autres, il faut qu'il y ait des engagements forts qui soient quasiment
de l'ordre du contrat, j'ai envie de dire, pour que cette filière s'organise différemment et qu'elle s'en sorte. Parce qu'il n'y a pas de raison que les autres filières ont réussi à s'en sortir. Il n'y a pas de raison que des filières comme le maïs, c'est parfois difficile, mais ils ont réussi à se passer de ce type de pesticides. Et tout l'enjeu, il est là. Si on ne le fait pas, effectivement, on va passer pour des gens régressifs sur cette question-là auprès de l'opinion publique, alors que Jimmy l'a dit, il l'a parfaitement montré, les 3 ans du début du quinquennat du président Macron ont été un moment de vraie avancée sur la question de l'écologie. Donc, il faut continuer et accélérer encore. Merci beaucoup, Erwan. Je vais passer la parole à Sophie Mette, Maude Petit et Philippe Bollot. Ensuite, on devra encore aborder la question du régalien. On dira un mot de la loi à venir, également de l'international et des élections sénatoriales. Donc, je vais prendre que 3 interventions encore sur ce sujet écologique. Et je passe la parole à Sophie Mette, députée de la belle Gironde. Bonsoir Fabien, bonsoir à toutes et à tous. Moi, je voulais rajouter un petit mot par rapport à ce qu'a dit Florence Lasserre tout à l'heure. Je participe au groupe d'études Bois et Forêts et jeudi, on avait avec Anthony Sellier, donc qui est un député marcheur, on a participé aux 24 heures pour le climat. Donc j'avais une table ronde en circonscription sur la forêt. Et ce qu'il faut aujourd'hui bien dire, c'est que les forestiers et toute la filière bois-forêt est très contente du plan de relance et des moyens qui sont donnés à la forêt. Ça fait des décennies qu'il n'y avait pas eu autant d'argent qui allait abonder cette filière. Je crois que si je ne me trompe pas, c'est 250 millions d'euros. Ça va leur permettre de travailler sur tout ce qui concerne les plants, les graines aussi, le reboisement, alors en particulier sur la partie Grand Est de la France, mais pas uniquement. Et je crois que c'était important à souligner. Je crois que les forestiers sont vraiment très heureux de cette annonce dans le cadre du plan de relance. Anne-Laure Catelot a remis un rapport jeudi justement sur la forêt, sur l'état de la forêt française. Je ne l'ai pas étudié encore. Je pense qu'il y a certains points qui sont très en faveur de la forêt. Il y aura certainement des petits points qui seront plus délicats, comme le sujet des coupes rases. Là aussi, il y aura des discussions, comme beaucoup de sujets environnementaux ou écologiques, on va dire. Mais voilà, moi je voulais féliciter et remercier et à la fois le gouvernement et la filière qui va s'engager aussi bien pour travailler. Ils sont prêts à travailler pour affiner ce plan de relance. Aussi sur la recherche, ils travaillent énormément sur la recherche, il faut le savoir. Avec les problèmes de réchauffement climatique, il y a énormément de recherches qui sont faites pour avoir les meilleurs plans qui puissent s'adapter à toute cette modification, malheureusement, toutes ces modifications que nous avons. Je vais laisser la parole parce que je crois qu'il y a beaucoup de monde après moi. Voilà. Merci beaucoup, merci, Sophie. Fabien. Maude Petit, peut-être avec un éclairage sur les Outre-mer, votre collègue Justine Bénin, notre collègue députée de la Guadeloupe, avait posé une question également à l'Assemblée nationale sur cette question de ne pas oublier les Outre-mer, à la fois dans le plan de relance, mais aussi sur cette question écologique. Maude. Oui, exactement. Je voudrais avoir un mot particulier sur les Outre-mer parce que la France, elle est très belle, mais la France, ça n'est pas que la métropole. Et il ne faut jamais, jamais oublier nos ultramarins qui nous apportent beaucoup de richesses. Je voudrais en fait expliquer qu'il va falloir qu'on soit très, très vigilant sur la question de l'écologie aussi, donc en Outre-mer, parce qu'il y a des sujets relativement importants et qui perdurent, qui existent depuis longtemps et sur lesquels on a eu la volonté probablement d'avancer, mais pour lesquels on n'a pas encore trouvé de réponse. Et donc, c'est un mauvais signal qui est envoyé à la population ultramarine parce que notre gouvernement, s'il échoue, s'il ne fait rien, eh bien, je vais le dire aussi trivialement, mais ces populations-là donneront leur bulletin de vote à d'autres qui peuvent être très dangereux
on n'en mesure peut-être pas encore l'impact ici en métropole, mais c'est le Front National qui prend les devants sur ces territoires-là. Nous avons les sujets donc relativement importants comme les sargasses, et lorsque Nicolas Hulot était encore ministre, il avait promis d'avancer des millions d'euros pour qu'on puisse traiter et résoudre cette question des sargasses. Ça n'est pas le cas. Je suis allée en Martinique cet été pendant une quinzaine de jours. Il y a encore des zones et des plages sur lesquelles vous avez les sargasses qui sont véritablement toxiques. Non seulement elles empêchent aux marins pêcheurs de quitter en fait la terre pour aller chercher les poissons, mais aussi vous avez de véritables nuisances vis-à-vis de tout ce qui est métallique, parce que les sargasses, avec leur odeur, elles ont une toxicité qui fait que ça abîme tout ce qui est mécanique. Ça peut bousiller des moteurs de voiture. Enfin, voilà. Donc, il faut vraiment qu'on travaille sur ces sujets-là dans les 2 ans qu'il nous reste. Il faut qu'on envoie des signaux forts, parce que sinon, on perdra les Antilles, en l'occurrence, sur ce problème-là. Il y a des sujets très, très délicats aussi, comme celui dans la Montagne d'Or, et j'avais applaudi des 2 mains lorsque le président Emmanuel Macron avait indiqué qu'il mettait de côté ce projet. Je crois qu'il va revenir à l'ordre du jour. Or, c'est une question qui divise énormément, mais je crois que les Guyanais ne sont pas très, très divisés sur le sujet. Il va falloir qu'on acte les bons choix aussi. Je voudrais juste donner un dernier exemple quant aux pesticides, et Juan en a bien parlé. Nous avions eu aux Antilles ce qu'on appelle le chlordécone, et ça parlera peut-être à certains d'entre vous, qui est un pesticide qui avait été interdit dans les années 70-80 aux États-Unis du fait de sa dangerosité, et qui malheureusement, bien qu'interdit en France aussi, a continué d'être épandu sur des champs, les champs de bananes notamment, en Martinique et en Guadeloupe. On sait aujourd'hui que ce produit est tellement dangereux qu'il a pollué les sols aux Antilles pour des siècles, en fait, et que probablement il entraîne des conséquences sur la santé des habitants là-bas, comme des cancers de la prostate, très probablement, de l'infertilité qui est relativement importante, et des malformations sur les bébés. Donc, vraiment, moi, j'appelle de mes voeux que nous travaillions véritablement sur ces sujets-là, sans oublier les Outre-mer, et que des sujets aussi importants, on y trouve des solutions rapidement. On a 2 ans pour le faire, et si on ne le fait pas, je crains qu'on perde les Outre-mer. Voilà. Merci beaucoup, Maude Petit, pour ce témoignage très fort. Philippe Bolo, en 2 minutes, pardonne-moi Philippe, pour qu'on puisse ensuite passer sur la loi sur le séparatisme. Merci, même moins de 2 minutes. En fait, les témoignages de mes collègues montrent bien toutes les difficultés qu'on a à faire avancer les sujets de la transition écologique, puisque ce sont vraiment des sujets où il y a de très fortes divergences. Il vient de se greffer là-dessus quelque chose qui est vraiment pas sympathique, qui sont les thèses du complot, qui fait que finalement les Français sont totalement perdus sur ces sujets-là, avec souvent le sentiment d'une écologie punitive. Il y a une solution à tout ça, de mon point de vue. Je milite pour cela régulièrement, quasi quotidiennement. C'est une place plus importante de la science dans la décision publique. Alors évidemment, on a quand même une difficulté aujourd'hui, c'est que la science, elle s'inscrit dans le temps long. On le voit avec la Covid-19, une décision d'un jour était remise en cause le lendemain parce que les connaissances étaient nouvelles entre le lendemain et la veille. Et puis, c'est aussi l'alternative au phyto qui montre que le temps long est nécessaire. Et le temps long, il n'est absolument pas compatible avec ce qu'on vit aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Il faut une réaction rapide. On est dans une société de l'immédiateté. Et il faudra aussi se poser la question donc, de la place de la science dans l'éducation. En tout cas, à l'Assemblée et au Sénat, on travaille sur ce sujet-là au travers de l'OPEX, qui est l'office parlementaire qui réunit des députés et des sénateurs. Merci beaucoup Philippe. De la place de la science dans le débat public, je crois que c'est un sujet pour le Haut Commissariat, un sujet de réflexion très intéressant. Passons maintenant au régalien. Alan nous demandait tout à l'heure quels sont les projets de loi que va porter le groupe, ou en tout cas des projets sur lesquels on va s'impliquer. Le Premier ministre Jean Castex, dans son discours de politique générale, a parlé du séparatisme, du risque du repli communautaire, de la radicalisation. Il a eu des mots particulièrement forts sur cette question. Et je voudrais passer la parole à Isabelle Floren, députée des Hauts-de-Seine, pour nous parler de ce sujet. Le projet de loi n'est pas encore connu, beaucoup de choses ne sont pas encore détaillées, mais peut-être que vous pourriez nous dire, d'une manière assez générale, ce que nous, centristes, nous, démocrates, allons porter, ou quelles sont les préoccupations que nous avons en lien avec cette loi sur le séparatisme.
Merci Fabien. Effectivement, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, j'ai pu réinterroger le Premier ministre et le ministre de l'Intérieur mardi dernier lors de notre réunion de majorité pour avoir un peu quelques précisions parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur nous avons entendu et nous avons été heureux d'entendre le président de la République il y a quelques semaines en reparler également au Panthéon et réaffirmer ce qui nous semble important et ce auquel notre parti est attaché et on le sait notre président depuis longtemps, c'est-à-dire les questions de laïcité et de respect des valeurs de la République dans notre pays. Donc, c'était un engagement de campagne du candidat Emmanuel Macron que de porter un projet ou en tout cas de s'attaquer à ces questions de respect de la République. On le sait très bien depuis un certain nombre d'années, depuis le début des années 2000 essentiellement, depuis une vingtaine d'années, que dans un certain nombre de villes, de quartiers, les valeurs de la République ne sont plus respectées et ou à l'école ou dans les clubs sportifs ou sur les lieux de culte même, on constate des dérives sectaires, mais des dérives importantes. Donc, il y a de nombreux essais, de nombreux articles sur le sujet depuis quelques années et depuis ces derniers mois, cette question répond réellement et il y a une attente, nous le constatons, nous les députés, dans nos circonscriptions, des attentes importantes sur ce sujet. Donc, l'objectif, alors, l'interrogation que j'ai portée au Premier ministre et au ministre de l'Intérieur, c'était de dire qu'on était attachés, évidemment, nous, à ce que cette loi puisse être présentée le plus rapidement possible, puisque nous l'attendons et il y a eu un certain nombre de propositions, mais qui ne se sont encore jamais traduites pour des questions de calendrier, d'événements que nous avons connus ces derniers mois. Cette question du séparatisme, de la montée de l'islamisme politique, comme l'a très clairement dit le président de la République, n'a pas été encore inscrite à l'ordre du jour. Là, pour le coup, nous attendons un projet de loi pour le mois de décembre avec un examen, nous a dit le ministre de l'Intérieur, avant une première lecture avant les élections qui devraient se tenir au mois de mars. L'objectif très clair et sur lequel nous allons pouvoir débattre au sein de notre groupe, et il serait intéressant que nous puissions aussi en débattre au sein de notre parti, c'est l'adaptation de la loi de séparation de l'Église et de l'État, c'est-à-dire la loi de 1905, c'est l'adaptation de la loi de 1905 à la poussée de l'intégrisme islamiste, c'est-à-dire revoir et adapter le régime des cultes, donner des moyens, notamment renforcer le rôle des préfets dans chaque département, le rôle de contrôle sur le financement, le rôle de contrôle également sur le recrutement des ministres du culte, mais également avoir les moyens, les outils qu'ils n'ont pas forcément actuellement pour contrôler les phénomènes que nous constatons et qui prennent l'ampleur, les phénomènes de déscolarisation, mais également la surveillance des écoles hors contrat, ces écoles privées dont on sait qu'un certain nombre ne respectent pas le cahier des charges pour lequel ils doivent s'engager auprès de l'État et auprès de l'Éducation nationale. Et enfin, il y a un dernier volet qui n'est pas forcément le plus simple, mais sur lequel on a bien vu qu'il y avait également des dérives. C'est la question des milieux sportifs, la question du recrutement des éducateurs sportifs. Donc, c'est des questions qui sont à la fois très concrètes dans ce que va pouvoir donner cette loi sur le séparatisme et
une autre question plus générale qui est de donner, pour notre majorité, un signal politique fort, attendu, je crois, des Français. Et c'est ce que j'ai tenté de réaffirmer au Premier ministre mardi dernier, car il ne faudrait pas qu'une fois de plus, cette loi, pour diverses raisons, soit repoussée, car je crois que ça serait une erreur de ne pas l'inscrire dans notre mandat avant 2022. Voilà. Merci beaucoup. Je crois que c'est extrêmement éclairant et c'est un sujet qui va passionner au noble sens du terme les Français et qui aura évidemment un enjeu majeur. Il nous reste 15 minutes pour cette table ronde. Je voudrais, alors Maude Petit lève le doigt et juste après, je passe la parole à Jean-Marie. Maude en 2 minutes, à Jean-Marie pour qu'on glisse sur le Sénat. Vraiment en 2 minutes. Je voudrais dire en fait que je fais partie de la commission d'enquête Covid sur les impacts sur la jeunesse. Et donc j'étais à l'audition lorsqu'il y a eu, vous en avez tous entendu parler, l'intervention des collègues du groupe LR et de la collègue de La République En Marche qui ont souhaité quitter les auditions parce qu'une jeune femme représentante de l'UNEF s'était présentée intégralement, enfin voilée quoi. J'ai été relativement dérangée, je le cache pas, j'ai été vraiment dérangée parce qu'en fait, moi j'ai une conception de la femme qui est autre que celle-là et que je sais que dans le monde, il y a beaucoup de femmes qui se battent pour ne plus avoir à porter le voile. Mais j'ai écouté le discours de cette jeune femme qui était relativement intéressant. C'est une femme qui était très instruite et qui nous a apporté énormément d'éléments. Donc la question qui se pose, c'est que le problème qui se pose, c'est qu'il y a véritablement des solutions à trouver. Et comme le disait Isabelle, il faut absolument qu'on puisse trouver des solutions d'ici à la fin du mandat, parce que même pour ces personnes qui portent le hijab, en l'occurrence, finalement, elles empêchent à ce qu'on les entende, puisque tout le monde est parti alors qu'elle avait quelque chose d'intéressant à dire. Enfin, certaines personnes ont quitté la salle alors qu'elle avait quelque chose d'intéressant à dire. Donc voilà, je voulais juste faire ce témoignage-là pour dire qu'il faut qu'on soit vigilant. Peut-être qu'il faut qu'on soit amené à des réflexions sur la révision des règlements intérieurs de nos institutions. Je ne sais pas, c'est véritablement des questionnements que j'ai. Mais en tout cas, je suis du même avis qu'Isabelle. Il ne faut absolument pas que le projet de loi soit reporté et qu'on y travaille le plus rapidement possible. Voilà, merci. Isabelle voulait réagir également en 2 minutes, merci. C'est difficile sur ce sujet de faire court. Ah, il faut brancher ton micro, Isabelle, sinon ça va être très court en effet, mais… Je ne l'ai pas rebranché. Oui, juste pour rebondir sur ce que vient de dire Maude, et je ne savais pas que tu étais à cette commission, j'ai été interrogée sur le sujet. Moi, je suis absolument d'accord avec toi. La question du voile, c'est une question à part entière, mais je ne voudrais pas, une fois de plus, que le débat qui est d'ampleur, qui est large, que nous devons porter sur la montée de l'islam politique, la lutte contre le séparatisme, toutes ces questions qui vont bien au-delà de la question du voile. Parce qu'une fois de plus, on a bien vu les médias et ces députés confisquer ce débat, agiter les choses politiquement pour réduire le débat à la question ou non du port du voile qui, en cela, est autorisé, de toute façon est autorisé dans les lieux publics. Donc, revenir par le petit bout de la lorgnette sur un problème qui est bien plus large, bien plus majeur pour notre pays, je trouve que ça serait dommage. Donc il faut, et tu as eu raison Maude, de rester et de ne pas te laisser tenter par ces effets je dirais médiatiques de ces députés, parce que je pense qu'il faut une fois de plus, et c'est notre groupe en sera, j'espère, et j'en ai pas de doute, porteur d'une discussion qui doit être apaisée et qui doit être un échange qu'on peut porter au sein de l'Assemblée nationale, qui doit être fructueux, mais je dirais pas comme il a été une fois de plus abordé, c'est-à-dire conflictuel, parce que de ce conflit ne naîtra rien une fois de plus sur ce sujet. Donc voilà, juste pour clore sur ce débat, merci Fabien. Merci beaucoup Isabelle. Effectivement, les débats sur cette loi vont être extrêmement importants.
Je voudrais passer la parole à Jean-Marie. On est à 7 jours d'une élection sénatoriale. Alors, deux questions en une. On nous dit que le paysage ne serait pas sensiblement bouleversé par cette élection. Alors, tu ne vas pas nous donner les résultats, j'en suis sûr, mais quel est ton sentiment? Et puis, peut-être une question pour illustrer ou en tout cas décrire les rapports du Sénat avec l'exécutif, notamment avec le président, mais avec l'exécutif, dont on a vu qu'il pouvait être conflictuel. Je pense que les pronostics sont aujourd'hui faciles à faire avec le Sénat, puisqu'on a un corps électoral qui est relativement mesurable, avec, depuis l'élection des maires, il y a peu de temps, évidemment, il y a 3 mois. Donc, on sait qu'il ne va pas y avoir beaucoup de bouleversements. La majorité restera la majorité, composée à la fois du groupe LR et de l'Union centriste. Ça fait à peu près 190, et je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de changements, ni dans le groupe LR, ni dans le groupe centriste. Peut-être quelques défaites, malheureusement, et quelques départs aussi, c'est normal, qu'il y ait des gens qui ne se représentent pas. Ils seront remplacés, vraisemblablement, par des personnes de la même formation. Et puis, il peut y avoir quelques bouleversements à l'AREM, parce qu'il y a la moitié de l'AREM qui est en renouvellement, et sur les 23 qui composent le groupe, les pronostics disent qu'il y en a à peu près 5 qui pourraient effectivement, ou voire plus, qui pourraient être battus. Pour le reste, le RDSE aussi, c'est-à-dire les radicaux de gauche pour l'essentiel, risquent aussi de souffrir de ce scrutin. Mais donc voilà, grande stabilité, une majorité qui reste en place, autour vraisemblablement du président Larcher. Les centristes continueront à voter pour le président Larcher. Je rappelle que parmi les centristes, il y a une dizaine de modems ou apparentés. Chez nous, il y en a 5 qui sont en renouvellement. 3, à mon avis, ne posent pas beaucoup de problèmes. Il y en a 2 qui sont vraiment menacés. Je pense notamment à Alain Casabonne et à Michel Vullien, et nous les soutenons évidemment à fond. Donc, tu parlais, Fabien, des enjeux, effectivement, qui sont un petit peu artificiels. Monsieur Lecornu a, de ce point de vue-là, il a été assez médiatique, mais est-ce réel de penser, bien réaliste plutôt, de penser aujourd'hui, alors qu'on n'est pas membre du Sénat, il va être élu, bien entendu, dans l'heure, est-ce bien réaliste de penser à l'élection du président du Sénat pour la prochaine fois, et de vouloir, pour ce faire, rassembler tous ceux qui soutiennent le président de la République? Je crois que le Sénat, et c'est sa marque de fabrique, c'est d'avoir la capacité de constituer des majorités d'idées. Ce n'est pas la première fois qu'on arrive, à partir d'assemblées qui sont en apparence pas favorables à la majorité présidentielle, d'obtenir un vote favorable sur un certain nombre de sujets très importants. On en a vu le cas récemment, il y a 1 an, quand il s'est agi, par exemple, de la loi santé. On a eu aussi, par exemple, sur un groupe centriste qui est partagé, la moitié du groupe qui a voté la confiance à Édouard Philippe. Donc, vous voyez, je pense qu'on a une capacité au Sénat à dépasser les conflits d'étiquette, je dirais, pour essayer d'aller à l'essentiel. Pour ça, j'attends, moi, que les députés, l'Assemblée nationale, d'une façon générale, soient très attentifs aussi aux propositions du Sénat. Je crois que la force du Parlement, c'est pas effectivement d'avoir un vote positif souvent conforme ou pas très éloigné des positions du gouvernement à l'Assemblée. C'est d'essayer de rassembler une majorité de parlementaires, députés et sénateurs sur des projets de loi auxquels nous tenons et sur des propositions qui amendent réellement, profondément, parfois, les projets gouvernementaux. Je prends un exemple.
On va avoir, et tout à l'heure, Patrick, il faisait allusion, la loi dépendance, la loi autonomie en réalité, et dépendance. Cette loi, une loi, pour moi, capitale, fondamentale, qui va être la pierre d'angle de la réélection du président de la République. Il n'en a peut-être pas tout à fait conscience, mais c'est, je dirais, des millions et des millions de personnes, aussi bien les personnes âgées que ceux qui sont les aidants, qui sont concernés. Et donc, et en général, ce sont des électeurs. Et donc, je dirais que si on a véritablement une approche, comme c'est le cas, parce que ça va être le premier gouvernement qui va poser sur la table un projet de loi avec effectivement des mesures concrètes et un financement. Je passe sur le rapport de M. Vacher, qui n'est absolument pas responsable, si j'ose dire, faire un catalogue de toutes les mesures qu'on est en droit de prendre pour trouver le financement, c'est pas ce qu'on attendait de lui. Ce qu'on attendait, c'était des orientations. Le gouvernement se trouve avec un catalogue, mais ça, tout le monde était capable de le faire, je dirais, en 8 jours. Donc, il va falloir effectivement qu'au niveau du Parlement, nous inventions le financement, et il manque effectivement 8 à 10 milliards, d'ici 2024 et 2030. Donc, il va falloir que nous trouvions ces sources de financement. J'attends, j'ai quelques idées évidemment en tant que rapporteur général sur ces possibilités. Il y a notamment beaucoup d'économies à faire dans l'assurance maladie parce que beaucoup de soins sont redondants ou inutiles. Et il y a beaucoup d'économies à faire en jugulant la fraude aux prestations sociales et aussi aux cotisations. Donc, vous voyez, il y a un vaste champ d'action pour le Parlement. Merci Jean-Marie. Pardonne-moi de devoir t'interrompre. On arrive presque à la fin. Donc, je voudrais qu'on n'a pas trop parlé du Sénat, donc je suis un peu des scrupules à t'interrompre, mais je voudrais… Tu as bien raison. Merci Jean-Marie. Je voudrais vraiment que Frédéric Petit, avant de laisser conclure Patrick, le président du groupe, nous dise un mot du Bélarus, de ce qui se passe au Bélarus, aux portes de l'Europe. Je n'en dis pas plus. Frédéric. Oui, merci d'abord de dire le Bélarus. Je vous invite tous à ne pas utiliser le mot Biélorussie, qui est le Bélarus, c'est le nom officiel de ce pays. Voilà, alors je pense que tout le monde suit. C'est vrai que moi j'ai été, ça ne fait pas partie de ma circonscription, mais il y a deux idées que je porte par ça. D'abord, je voudrais inviter l'ouest de l'Europe à mieux comprendre cette région, qui est une région très très particulière, une région qu'on appelle dans toutes les langues, de la Pologne à l'Ukraine, etc., qu'on appelle de la mer du Nord à la mer Noire, et qui est une région qui a été historiquement un grand Europe. C'est-à-dire au moment du royaume des deux couronnes, ce qu'on appelait la République des deux couronnes. C'est un territoire où on a du mal à comprendre ça parce que nous, on a une vision de la République qui est différente en France et en Allemagne aussi. C'est un endroit où vivaient 6 ou 7 nations emmêlées avec des institutions qui se croisaient, qui étaient des nations qui pouvaient vivre en paix pendant des siècles et qui pouvaient, du jour au lendemain, inventer des pogroms, c'est eux qui ont inventé ce mot, et zigouiller, y compris le beau-frère, si le beau-frère faisait partie de l'autre nation. Voilà, donc la première idée que je voudrais, c'est ramener ce qui se passe au Bélarus aujourd'hui, c'est une recherche d'identité. C'est-à-dire que tout d'un coup, ce pays, qui a été un pays qui a été à l'origine de la Russie, les moscovites, c'était des Bélarusses qui étaient partis là-haut, tout d'un coup se repose la question, mais qui on est? Et ce n'est pas une volonté d'adhérer à l'Union européenne, ce n'est pas ce qui s'est passé en Ukraine, il n'y a aucun enjeu économique, le Bélarus restera lié à la Russie économiquement parce que les gens parlent russe quand ils font des affaires. Voilà, moi j'y suis allé 2 fois, une fois en 2003, une fois en 2015. C'était une république soviétique qui marchait un peu mieux que les autres. C'est un pays qui a connu une augmentation du niveau de vie depuis 30 ans. Voilà, ce qui se passe aujourd'hui, c'est ce que j'explique, c'est-à-dire c'est une recherche d'identité. La deuxième idée que je véhicule à ce sujet, c'est que l'Europe doit avoir une frontière. Une frontière, c'est une idée fondamentale, c'est une idée éducative, c'est une idée pédagogique. Et il faut que de Lisbonne à Varna et à Copenhague, on ait la même idée de où est-ce qu'on est responsable. On a parlé beaucoup d'écologie. Il n'y a pas de politique écologique si on n'a pas de frontières.
personne ne peut sauver la planète, mais on doit sauver ce qui est chez soi. Donc, jusqu'où on est chez nous et jusqu'où on n'est pas chez nous, c'est important pour l'écologie, c'est important pour la langue, c'est important pour la culture. Et pour moi, le Bélarus est au-delà de la frontière européenne. Voilà, c'est clair, je connais bien ces régions, la Pologne y est, le Bélarus n'y est pas. Par contre, c'est un voisin. Voilà. Et donc, l'Europe a une politique de voisinage, et c'est en ça que ça nous concerne. C'est un voisin sur lequel on peut s'appuyer, sur lequel on peut avoir des... L'Europe a monté une politique, ce qu'elle appelle une politique de voisinage, et c'est avec ça c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer. Voilà, j'ai eu l'honneur de discuter avec Tikhanovskaya pendant une demi-heure au forum, un forum politico-économique la semaine dernière en Pologne. C'est impressionnant de voir. Voilà, elle nous ressemble au MoDem, en fait, cette femme, parce qu'elle a fait irruption en politique, elle a soutenu son mari. À un moment, je lui ai dit, c'est comme moi, mais pas tout à fait, enfin, dans des situations beaucoup plus dramatiques, mais elle est arrivée en politique parce qu'elle a senti qu'elle était appelée, qu'il fallait qu'elle se lève et qu'elle y aille. Elle n'a pas envie d'y rester. Je ne crois pas que c'est elle qui va... Je crois que la solution sera un compromis, mais que ce ne sera pas elle qui le portera finalement, ce sera plutôt Latouchka. Et... voilà, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce que le compromis aura lieu après une explosion de violence dramatique ou pas, quoi, parce que c'est des pays où je crois que l'issue de la crise est assez imprévisible, tu le dis toi-même, Frédéric, mais l'éclairage que tu nous donnes est intéressant parce qu'il nous permet de dépasser un petit peu la simple question de la crise actuelle. Merci beaucoup, on arrive au terme de cette rencontre, 1h30 c'est très court, mais je vais laisser Patrick Mignola, le président du groupe, conclure. Je vais le laisser conclure sur cette belle formule de Jean William dans les commentaires qui a dit tout à l'heure allié, mais pas aligné. Oui, c'est exactement notre travail dans la majorité présidentielle. Il faut que cette majorité soit riche de sa diversité. Et on sait être divers, mais évidemment loyaux à chaque fois que c'est nécessaire. Merci beaucoup, Fabien, pour avoir animé ce moment. Allié, aligné, j'ajouterai quelque chose aussi sérieux. On vient de le prouver pendant 1h30 parce que les interventions des députés étaient de très grande qualité. Je les en remercie également. Et puis amis, et parce qu'on est amis, je voudrais juste pour le mot de la fin avoir une pensée pleine d'affection pour Marielle de Sarnez qui ne pouvait pas participer à cette visio avec nous. Mais on pense très fort à elle et évidemment, on l'embrasse. Merci beaucoup, cher président. Eh bien, écoutez, on arrive au terme de cette rencontre. Je crois qu'on a tous bien senti l'authenticité, la qualité, la richesse et la vraie plus-value que représente le groupe MoDem et apparenté à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. À bientôt.